Alors, messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On reçoit Yanis Martin qui va nous parler d'IA et de cybersécurité. Yanis, tu enseignes à l'Université d'Avignon, c'est ça? Oui, tout à fait, entre autres. Ainsi qu'à Eurydice. Oui, c'est une école de commerce lyonnaise, en l'occurrence. Il y en a d'autres qui, en fait, forment les gens, tous les métiers d'ingénieur d'affaires, en fait, pour des personnes qui veulent se positionner sur des fonctions, enfin, plutôt commerciales, attrait aux nouvelles technologies. Ok, et en dehors de ça, tu as monté la société Nistin? Il y a de ça 2 ans, tout à fait. Post-Covid, peut-être d'autres personnes se sont un peu remises en question suite à ce qui s'est passé au cours de ces 2 dernières années, mais voilà, c'est tout à fait cette logique. Okay. Et donc, intervention, plutôt en fait dans le monde du numérique plus globalement, avec un attrait pour la cybersécurité, parce que pour moi, en tout cas, c'est une façon souvent de rentrer avec un sujet sur la notion de gouvernance par les entreprises. Je te laisse la parole, je te ferai signe 5 minutes avant la fin. Oui, pas de problème. Normalement, on devrait être dans les temps. Alors à toi. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je reconnais 2-3 visages, donc c'est plutôt pas mal. Quelqu'un était juste avant moi en fait à conférence, j'étais à la sienne, donc on pourra aussi avoir des échanges par rapport à ça. Sur la notion d'éthique, alors ce sera pas forcément des sujets qui seront abordés, encore qu'il peut y avoir des questions relatives justement aux attaques et donc fatalement aux problématiques éthiques qui peuvent porter par rapport à ça. Donc ça, c'était le slide que j'ai proposé en intro, mais on m'a proposé une très belle chose en amont. Donc on va rester dessus. Messieurs, dames, bonjour. Restons un petit peu dans le côté traditionnel, parce que ça fait quand même pas de mal. Face au modernisme. Alors ça, c'était le rappel de la séance pour expliquer grosso modo, de façon un peu barbare, quelques titres que vous voyez. Qu'est-ce que c'est une SOC, SOAR? Alors, juste petit vote à main levée, est-ce que tous les gens sont à peu près, je dirais, fluents avec le jargon de la cybersécurité ou pas? Donc là, c'est pas de main levée, donc on va dire que c'est plutôt non. Donc j'ai justement préparé ça avec Claude et Oliver en repartant sur des systèmes basiques. Donc pareil, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir, on rentrera dans les détails. Et si vraiment vous avez des manques plus approfondis, de toute façon, il y aura une pause d'une demi-heure, de 2 heures pour le repas. N'hésitez pas à me croiser, on pourra plus rentrer dans les détails si nécessaire. Alors l'idée, une fois de plus, c'est pas de s'adresser à des gens experts. J'ai d'autres propositions là-dessus, notamment l'université où on va très loin sur certains de ces sujets, ou pour des audits notamment, voilà, dans des côtés formation professionnelle, accompagnement. Mais là, c'est plus de dresser un tableau très large justement de ces interactions qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les outils et fatalement en fait justement les réponses à attaques notamment. Donc pour me présenter très rapidement, c'est ce que tu as fait Thierry, je te remercie en partie. Donc en effet, ça fait depuis maintenant quelques années que je fais de l'accompagnement au changement dans plusieurs entreprises, dont justement une super conférence que j'ai à la SMP. Je fais de la publicité passagère pour, mais c'est ce qui nous a permis d'être là ici aujourd'hui, enfin en tout cas pour ma part. Et donc en parallèle, je travaille voilà comme enseignant formateur dans plein d'événements, que ce soit public, privé, dans des institutions, voire en fait comme on va dire consultant justement en accompagnement numérique. Une fois de plus, en me servant souvent de la cybersécurité comme brèche pour les entreprises pour essayer à faire leur comprendre à quel niveau est-ce qu'aujourd'hui ils sont un petit peu loin de la réalité. Et ça marche. Ça en l'occurrence, j'aime bien toujours mettre ça en fait, ainsi que la diapositive suivante. C'est plus un rappel pour dire que voilà, ce que je vais vous dire, et je déteste les conférences, même si je vais quand même souvent là-dedans, on retient finalement très peu de choses. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai été à Agile en Seine, vous connaissez peut-être l'Agile Tour. Sur 6 conférences que j'ai faites, il y en a une que j'ai complètement oubliée, je ne sais même plus quel était un votant à la fin, alors que c'était très intéressant sans doute, mais à un moment donné, on peut très vite devenir noyé par le discours. Donc n'hésitez pas à poser des questions, c'est là où justement, finalement, on retient une partie des choses qui sont dites. Dernière chose, et ça c'est juste sur une courbe que j'aime particulièrement affectionne, c'est la notion de la courbe de l'oubli. Tout ce qu'on va dire ici, c'est quelque part des sortes de, comment dire, semis qu'on est en train de faire. Si pendant quelques semaines, moi, vous ne lisez pas de choses sur la cybersécurité, vous aurez tout oublié. À la fin, je mets en fait 5-6, comment dire, petits passages bibliographiques, notamment 1 ou 2 petits passages qui sont très intéressants. N'hésitez pas simplement, même par curiosité, à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin voilà, c'est formateur, ça paye pas de mine. Puis quand on a 5 minutes, on ne sait pas quoi faire dans les transports en commun, ça peut au moins survoler, c'est plutôt pas désagréable. En introduction, on va commencer par la raison pour laquelle aujourd'hui il y a potentiellement des attaques. Est-ce que ça parle un petit peu près à tout le monde ou pas du tout? Voilà. Donc ARPANET, c'est en fait le premier réseau qui amène à vraiment Internet le partage en fait justement des institutions américaines, universitaires, qui ont commencé à dire, bah écoutez, nous on aimerait bien avoir accès à justement un partage de connaissances, lions nos systèmes d'exploitation communs, nos serveurs communs, nos services communs pour pouvoir partager ces informations. Donc on part dans une dynamique qui est plutôt une dynamique ouverte et de partage. Comme on est en confiance parce qu'on travaille dans les universités, on n'est pas là pour bloquer, mettre des protocoles qui ont coincé finalement ce transfert d'informations. Donc on va tout ouvrir. Et c'est là où commence le problème. C'est-à-dire que le biais de départ des problématiques de sécurité fait que les protocoles initialement n'ont pas été prévus pour être sécurisés. Donc là, la boucle est bouclée. En fait, en gros, la sécurité ne sert à rien, si ce n'est en fait aujourd'hui protéger des gens d'attaques qui aurait pu être évité si la conception de base était différente. Donc c'est là où vraiment, en fait, pour moi, ça me semble très intéressant de commencer par là, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train quelque part de mettre des sparadraps sur une jambe de bois. Et ça, c'est vraiment la logique quelque part de cybersécurité qui existe aujourd'hui, en fait,
pas qu'en France, c'est dans le monde, ça vient des universités américaines, je passerai les détails, tous les DNS sont aux États-Unis, etc. Enfin, c'est vraiment de là d'où, quelque part, tout est parti. Là où, pour le coup, c'est vachement intéressant, donc cette notion d'ARPANET qui date quand même de 69, et je reprécise ça, c'est vraiment le but recherché, la mise en communication d'applications. On veut partager les forces de calcul des services, des serveurs, des machines, bien sûr de la connaissance, partager ces informations. Donc à partir de là, comme tout est ouvert, on se retrouve dans une situation où on est un petit peu bloqué si on veut justement éviter potentiellement des attaques sur ces sujets. Dans cette logique, et là on va parler des perspectives d'évolution qu'il y a aujourd'hui, ce qui amène quelque part à la raison de l'IA, ou en tout cas des capacités d'analyse assez importantes du big data, c'est qu'en fait on est dans une sorte de période aujourd'hui d'accélération en fait très nette de la publication, structuration, de création de contenu informationnel, avec des transferts comme vous pouvez le voir aujourd'hui qui ont explosé en fait au niveau des statistiques de partout en fait. Typiquement en fait quand on va faire de l'analyse statistique sur 100 000 mails qui sont envoyés, bon c'est facile d'avoir du résultat, mais quand il y a des millions de messages, de mails, de photos, etc. qui sont publiés, ça devient très compliqué. Donc aujourd'hui une des raisons pour laquelle en fait malheureusement alors, je ne remets pas en question les business analysts, le métier est très important, au contraire, au niveau data science, mais c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, sans ces outils-là, on ne peut pas arriver justement aujourd'hui à observer de manière fine, justement, les informations, donc trouver des tendances par rapport à ça. De la même manière que les flux d'informations arrivent, les surfaces en fait quelque part d'attaque sont de plus en plus importantes, cette sorte de superficie qui amène justement au fait de pouvoir être attaqué. Et là en fait c'est un petit truc que j'ai récupéré il n'y a pas plus tard que 2 jours pour voir en fait au niveau local, time, c'était hier ou avant-hier, à 15h13 précisément, donc voilà. Il y avait dans la journée 462 000 attaques qui avaient été faites. Alors, on ne peut pas forcément savoir si ce sont des attaques systématiquement graves, hein, d'accord. Une fois de plus, c'est juste une sorte d'apanage en fait et de calcul très large des attaques qui arrivent. Et dans le lot, peut-être demain, après-demain, dans 2-3 jours, vous verrez un leak apparaître disant, voilà, telle entreprise s'est fait pirater, a perdu des données, a été ouvert. Et ça, en fait, il suffit d'aller sur tous les blogs qui existent ou presque pour voir au quotidien, même des fois à la minute près, les entreprises qui sont attaquées. Donc, c'est pas forcément aujourd'hui quelque chose qui est, comment dire, pratiquement mesurable, en ce sens que, et je vais pas vous l'apprendre, la plupart des entreprises vont pas, dès qu'elles sont attaquées, lever les mains en disant « Hey, les gars, super, on s'est fait avoir ». On va essayer de le cacher le plus longtemps possible. Et il y a des fois des leaks qui apparaissent que 2, 3, 4, 5 ans plus tard. Tant que ça peut être bien évidemment maquillé, tant qu'il n'y a pas de preuves associées à ça. Donc revenons là-dedans, en fait, à aujourd'hui, c'est vraiment là où on va partir sur le sujet, disant, voilà, aujourd'hui, énormément de données, énormément de partage d'informations, et fatalement, en fait, des attaques qui deviennent de plus en plus présentes, malheureusement. Ça en fait c'est un petit passage d'Interpol pour dire que ça consiste aussi à être partagé au niveau informationnel par les comment dire, les institutions qui en fait quand même essayent de prévenir ça. En fait, alors je connais très peu la Suisse de ce point de vue-là, je me renseigne en ce moment donc je préfère ne pas dire de bêtises. En France on a quelque chose qui s'appelle l'ANSSI, vous avez peut-être sans doute vu ça dans les médias, qui travaille avec les institutions internationales. Pourquoi est-ce que j'ai affiché ça? C'est la notion de Covid. J'imagine que comme beaucoup de personnes vous avez commencé à travailler en télétravail à partir du moment où le Covid est arrivé, et c'est là où une inflexion énorme de la courbe justement des attaques parce que les gens n'étaient pas préparés à ça. Souvent les gens, et je parle encore dans plusieurs entreprises avec lesquelles je travaille aujourd'hui, on dit voilà, vous travaillez de chez vous, pas forcément de VPN, pas de connexion sécurisée, des fois pas d'authentification distante par rapport à certains sujets, et là ça a fait une brèche énorme pour une grande partie des entreprises, plutôt sur l'aspect, je dirais, négatif de l'attaque, pas le côté bienveillant de vous n'êtes pas sécurisé, je vais vous dire que vous n'êtes pas sécurisé, c'était vraiment une manière de récupérer des informations. Pas forcément de statistiques à vous donner, mais grosso modo, sur 10 entreprises avec lesquelles j'ai eu travaillé au cours de ces 6 derniers mois, hormis une, qui m'a un petit peu caché ces chiffres, 9 ont été attaqués pendant la période de Covid. Enfin, ou en tout cas, des informations ont fuité, etc. Pas très importantes, ce qui n'a pas amené à des déclarations à la CNIL, mais il y a eu quand même en fait des attaques de ransomware ou de choses du genre. J'ai gardé volontairement ces chiffres, alors ça continue à influencer aussi une perspective de hausse assez importante. Toujours pareil, du fait du Covid, de nouvelles attaques, en fait on a un marché qui commence à être de plus en plus porteur en matière justement économique. Ça je pourrais vous partager tout un tas de chiffres qui sont peut-être plus pertinents selon les domaines d'activité que vous avez, mais aujourd'hui fatalement il y a de plus en plus de demandes en matière de cybersécurité avec un marché qui devient aujourd'hui très pénurique en ressources notamment. Alors c'est un peu comme on en parlait tout à l'heure dans plusieurs métiers, mais celui-là en fait devient particulièrement difficile en fait à structurer, notamment en France. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup montrer à la fin pour expliquer justement la difficulté de l'appréhension du métier. Donc ça, c'est toutes les certifications relatives en fait aujourd'hui au métier de la cybersécurité. Donc revenons sur les deux sujets, on finira l'introduction. Vous êtes un dirigeant d'entreprise, directeur général, peut-être président dans un comité d'administration, vous n'y connaissez rien à l'informatique et vous avez quelqu'un qui vous dit voilà, il faut qu'on se sécurise.
C'est le cas, hein, enfin je veux dire. Donc expliquez-nous à quoi correspond telle bulle. Donc pour faire simple et en résumé, plus on est à gauche, plus on est dans des certifications qui amènent à la partie, je dirais, managériale, gouvernance de l'entreprise, et plus on va à la droite, plus on va sur des certifications qui sont vraiment de l'ordre de l'aspect très opérationnel. Typiquement, là vous avez des trucs type MCSE, etc. Ça va être les configurations de sécurité Microsoft. Pour donner un exemple, tout à gauche, je peux prendre par exemple CSSP en fait, ou CISEM ou Seagate, qui sont des certifications notamment de l'ISACA, qui sont vraiment axées sur en fait la compréhension des enjeux managériaux et stratégiques de la cybersécurité. Donc, on ne résumera pas toute l'activité aujourd'hui, c'est aussi pour ça, pour dire que la présentation que je fais aujourd'hui sera finalement assez synthétique. En revanche, enfin voilà, on pourra pareil rentrer dans le détail si vous voulez, tout ça sera bien évidemment partagé, donc vous pourrez cliquer sur chacune des bulles. Ça prend du temps, hein, mais bon, après ça peut être intéressant d'un point de vue culture générale ou personnelle. Pareil, si des questions, n'hésitez pas à me couper en cours de conférence, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc très rapide, ça c'est un slide juste un peu bateau, mais pour vous expliquer qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus en fait d'interconnexions avec des outils informatiques et grosso modo, il y a des risques encourus par les entreprises ou les particuliers qui vont aller de l'exfiltration de données, l'usurpation d'identité, l'intrusion ou détournement d'informations pour par exemple produire des attaques. Ça, c'est ce que vous voyez aujourd'hui partout dans les grandes lignes au niveau de l'actualité. En petit résumé, je trouve que ça permet d'avoir justement une partie intéressante par rapport à ça. C'est vraiment ça aujourd'hui qu'on considère comme étant central dans la sécurité des SI, c'est que si demain en fait on a une entreprise qui va avoir des chiffres modifiés, par exemple par rapport à des malversations, de la fraude, hein, clairement, c'est clairement ce qui est plutôt aujourd'hui visé par les pirates. C'est-à-dire aujourd'hui faire tomber l'image de marque d'une entreprise concurrente. Je ne dis pas que ça n'a pas lieu, hein, mais forfaitairement c'est pas forcément très intéressant, sauf si on a une marque d'aspirateur lambda qui va acheter des pirates pour attaquer notre entreprise aspirateur. Ça existe, je l'ai vu dans mes expériences. Ça reste quand même somme toute des trucs assez rares. Étonnamment, on entend souvent parler par exemple pour ce genre d'achat, en l'occurrence de cadeaux à des périodes un petit peu spécifiques, typiquement la fête des mères, si ça vous parle, la fête des grands-mères. C'est plutôt dans la semaine qui va précéder ces fêtes-là que les sites web seront attaqués, défacés ou autre chose pour justement nuire à l'image de marque. Mais c'est aussi derrière un impact économique qui est visé. Et ça, malheureusement, c'est encore comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Impact juridique et réglementaire, vous avez un expert au fond, donc c'est à lui qu'il faut se retourner pour toutes ces questions-là. En l'occurrence, il peut y avoir énormément de choses par rapport à des malversations. Tu parlais tout à l'heure de vidéos pédopornographiques, choses comme ça. Il est très facile à un moment donné d'arriver à défacer des sites en ramenant vers des sites pas très clean, hein, pour le coup. C'est une très bonne façon de dire à quelqu'un, voilà, déjà vous êtes défacé, c'est pas terrible, mais qui est responsable des serveurs sur lesquels vont être stockées les images derrière. Et c'est là où on peut arriver justement aux limites un petit peu juridiques, au niveau notamment de piratage. Donc pourquoi est-ce que les personnes s'intéressent aux machines? Ça c'est un résumé très rapide, c'est un petit peu ce qu'on vient de dire à l'instant. Clairement c'est que des gains financiers, récupérer des fichiers, ça permet en fait d'avoir par exemple accès à des données clientes spécifiques. Pas plus tard je crois qu'il y a quelques semaines, il y a eu en fait encore une compagnie qui s'est fait subtiliser des données bancaires en fait. Là il y a un exemple que j'ai suivi d'une chaîne d'hôtels qui s'est fait piquer l'équivalent de 500 millions de coordonnées bancaires. Donc voilà, à un moment donné, ça fait beaucoup d'informations capitales. Et ça en fait ça devient aujourd'hui le quotidien. Parce que les gens aujourd'hui ne se protègent pas forcément, et quand bien même ils se protègent, le slide suivant en parlera, en fait il peut y avoir des fois des entreprises de prestations de services qui se font elles-mêmes pirater. Donc par rebond, on peut fatalement aussi se faire avoir. Donc bien sûr, mot de passe, numéro de compte bancaire, ce qui reste le plus important. Utilisation de ressources, en l'occurrence, profitez de ce que vous avez pour pouvoir par exemple télécharger du contenu illégal. C'est bien si vous avez un espace d'hébergement avec maintenant de la fibre optique partout. C'est quand même beaucoup plus intéressant qu'avec du 56K pour ceux qui ont connu ça à l'époque. Donc aujourd'hui, vu que les taux de transfert explosent, on peut plus facilement glisser des espèces de petites informations ci et là, et en fait on peut avoir des trafics qui s'effectuent très rapidement, de l'ordre de la microseconde pour des montants énormes. Et ça c'est grâce justement à l'évolution des techniques et donc aussi fatalement des transferts de réseau. Un exemple rapide, j'ai un ami en fait qui avait une société d'hébergement à Montpellier qu'il a fermé depuis parce que ça l'avait dégoûté, où une soirée il a juste ouvert en fait sa connexion externe, c'est-à-dire pour en fait faire une mise à jour très importante d'une partie de ses serveurs, et le lendemain matin la police est venue chez lui. À 5h30, 6h du mat, en disant bonjour, bon, il rentre, etc. Il commence à analyser les serveurs, analyse forensique, et il s'avère que l'équivalent de 14 millions d'euros avait transité sur ces serveurs. Par des systèmes de rebond, de transactions, etc. Donc il était vu comme fautif, parce que fatalement c'était passé sur ces machines. Donc après une semaine d'enquête, ils ont réussi à prouver que quelqu'un avait usurpé un utilisateur pour pouvoir passer par chez lui. Donc c'était passé de France en Lituanie, Estonie, puis République tchèque, puis après parti à l'époque, je sais plus, au Ghana ou quelque chose comme ça. Ce sont des choses qui peuvent arriver aujourd'hui au quotidien. Et à partir du moment où en fait on n'arrive plus à remonter à la source initiale d'attaque, en fait ça devient quelque part perte et profit et on ne peut plus récupérer quoi que ce soit derrière. Mais bon, peu importe.
Donc là, du coup, c'était en fait un petit résumé de ce qui s'est passé en 2021, et je reviens sur justement cette transformation assez profonde liée, enfin une fois de plus au Covid, avec pour le coup des nouvelles pratiques qui ont amené fatalement des nouvelles aussi capacités d'attaque pour certaines entreprises, parce que justement les gens étaient moins préparés, moins protégés, et on commence de voir depuis à peu près un an, en tout cas moi sur mes expériences, avoir de plus en plus d'attaques justement qui ne sont plus possibles, ce qu'on disait tout à l'heure avec Thierry, parce que clairement en fait on a commencé à former les gens, à les sensibiliser. Donc beaucoup aujourd'hui d'entreprises avec lesquelles je travaille en fait ont mis en place des systèmes de formation en e-learning par exemple, pour éviter de se prémunir de ce genre de choses. Pour autant, et je parlais tout à l'heure en fait notamment au SolarWinds, je pense que vous avez à peu près suivi l'affaire, c'est une entreprise de prestation de services IT qui donnait des, enfin on va dire logiciels, pour lequel un des packages qui était un petit peu, particulier a été, comment dire, s'est retrouvé inséré avec dedans du code malveillant, et lors en fait d'une distribution assez massive de ce package, en fait ça a été distribué à l'ensemble des clients, dont Facebook, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué à gérer pour cette entreprise, dont l'image de marque pour une société de cybersécurité a été juste catastrophique quelques temps plus tard. Alors, c'est pas pour parler d'eux, j'ai rien contre eux, il y a des gens très bien chez eux, quand même, faut le dire, mais voilà, ça a amené en fait, je dirais, beaucoup de complexité au niveau derrière, des capacités déjà ou même d'avoir confiance en ses fournisseurs. Ça, c'est un petit truc que j'aime bien expliquer aussi, en faisant assez vite. Sur l'économie de la cybersécurité, on a encore le fantasme de voir des gens qui sont désorganisés, qui sont sur leur ordinateur, qui font 2-3 bidouilles, etc. Or maintenant, en fait, on est dans des structures qui sont très hiérarchisées, avec des entreprises tierces qui vont justement se coopter, se donner des conseils et évoluer vers, en fait, je dirais, un marché en fait qui devient de plus en plus difficile à maintenir. C'est-à-dire, en fait, avant, il n'y avait pas forcément accès à des informations. Maintenant, on a des entreprises comme Interpol, des institutions qui essayent d'attraper ce genre de brigands, parce que c'est du vol ou de l'escroquerie. Donc aujourd'hui, en fait, ces personnes ont eu la même intelligence que d'autres entreprises en mode sous-traitant, c'est-à-dire comment dire, se diversifier le plus possible. Donc on va avoir des entreprises expertes en création de développement malveillant. C'est pas forcément les entreprises qui vont les utiliser derrière. C'est un peu la notion, ce que disait ce matin en fait mon co-président speaker, en l'occurrence. Je suis pas responsable. Moi, j'ai mis à disposition un outil. Donc, si on m'attaque en justice, je dirais juste, ah bah non, en effet, oui, j'ai fait un test pour montrer qu'il existait quelque chose. Les gens font ce qu'ils veulent de cet outil derrière. Utilisation, usage. Et c'est un petit peu comme ça qu'ils se prémunissent. Donc, des entreprises qui sont des fois même des entreprises de protection, enfin, je vais pas les citer forcément, mais des entreprises éditeurs de logiciels notamment, peuvent à un moment donné, justement, développer ce genre de choses en disant de notre côté, nous, on teste, on fait de la recherche et développement. Sauf que dans les faits, c'est repris derrière par des groupes qui vont exploiter ça, et eux qui ont une démarche beaucoup moins malveillante, qui vont ensuite proposer ça à des hébergeurs. Typiquement, les volets, une fois qu'elles vont être prises à une personne, on va pas les laisser chez nous, parce que si on analyse nos serveurs, on va à un moment donné s'apercevoir qu'il y a un problème. Donc on va les héberger encore ailleurs. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un chaînage qui se met en place avec justement de plus en plus de difficultés à trouver les assaillants en quelque sorte. Donc c'est là où aujourd'hui tout le travail je dirais de la cybersécurité, c'est d'éviter de rentrer dans ce cycle. C'est-à-dire que si des gens ont fait le travail de prévention nécessaire pour éviter d'avoir en fait quelque part des gens qui puissent installer des logiciels malveillants chez vous, on a évité quelque part en fait d'enrichir toute cette chaîne. Très gros résumé, mais voilà. Quelques chiffres rapides. 2 à 10 $, c'est le prix de commercialisation de numéro de carte bancaire en fonction du pays des plafonds. Donc c'est pas très très cher, si vous voyez ce que je veux dire. On peut très facilement avoir, peut-être pour 20-30 000 €, ce qui est une certaine somme, en fait la capacité de subtiliser beaucoup d'argent très rapidement. Dans la logique d'un leak, c'est ça, j'irai un peu plus loin, est-ce qu'il est plus pertinent de piquer 10 000 balles à quelqu'un sur sa carte bancaire, il va peut-être s'en apercevoir, ou faire des petites transactions de 2, 3, 4 centimes, des fois 10 centimes, de manière très régulière. On peut très bien lisser, par exemple, 1 million de personnes et récupérer très facilement plein de petites données. Et je suppose, comme tout le monde, que moi, il m'arrive des fois de pas regarder pendant 1 mois ou 2 mois mes comptes bancaires, ce qui arrive à tout le monde. Et des fois, on se dit, tiens, c'est quoi ce prélèvement? Bon, souvent, on arrive à retrouver ça, mais pour des amis à qui c'est arrivé, ou même ma famille d'ailleurs, on se rend compte que par-ci par-là, il y a 2 $ qui disparaissent, qui vont... Et puis on se dit, tiens, mais pourquoi on va vers le Pérou? Je ne suis jamais allé au Pérou, pour autant. C'est là où justement avait été piquée la carte. Tarif moyen de location pour 1 heure d'un botnet, ce qui n'est pas très énorme, c'est à peu près 5 $. Une fois de plus, c'est rien du tout. Et le prix de la commercialisation d'un malware, en l'occurrence Citadel, c'est à peu près 2400 $. Donc pour 2400 $, on peut s'amuser en fait à attaquer quasiment qui on veut un peu partout dans le monde. Toujours pareil, en décidant de cibler ou pas. Donc impact sur la cybercriminalité, là c'est plus sur la partie privée, c'est pas forcément plus intéressant que le reste, mais c'est de se dire de la même manière qu'on peut prendre des informations de la vie privée, diffamation, caractère, harcèlement en l'occurrence, qui sont des choses qui arrivent aujourd'hui malheureusement très régulièrement. Perte de données, bon ça c'est pas très grave de perdre des photos, même si c'est un peu ennuyeux, il n'y a pas sa vie qui est en jeu dessus. Par contre, typiquement, une société avec qui je travaille, lors d'une création d'entreprise avec un brevet derrière potentiellement déposable, s'est fait pirater sa machine.
comment est-ce qu'on estime la valeur de ces photos de famille? C'est pas grave, on a peut-être fait une sauvegarde. Un brevet qu'on n'a pas sauvegardé, qui allait potentiellement amener des choses, peut avoir une valeur commerciale beaucoup plus importante. Donc quand un pirate vous appelle, ne pas dire « il y a toutes les données de ma vie dessus ». Enfin, parce que tout de suite, la rançon va fortement augmenter. On m'a donné un exemple d'un monsieur qui s'est fait pirater la semaine dernière, ou non, plus que ça, pardon. La semaine dernière, on a parlé d'un fait qui est arrivé il y a 6 mois. Le pirate l'a appelé à personne, ordinateur bloqué juste avant la période de bilan comptable. L'entreprise a dit, écoutez, vous me demandez combien? Le mec a dit 20 000 $. Il dit, bah, écoutez, moi, j'ai pas les moyens. Enfin, je peux pas payer 20 000 € comme ça. Dans ma trésorerie, j'ai 2 000 €, je vous paye 2 000 €. Donc, il a envoyé 2 000 € et on lui a renvoyé le contrôle de son ordinateur. Voilà, donc on peut aussi des fois monnayer les pirates, c'est pas forcément le but, mais là la situation était critique pour l'entreprise. À savoir que si en fait ils ne pouvaient pas montrer les bilans, surtout que l'entreprise était un petit peu dans un système de difficultés financières, bah en fait tout de suite ça amène en fait à une liquidation judiciaire et c'est fermé. Donc ça c'est des choses qui sont très importantes, surtout par rapport à la période. Pour les infrastructures critiques, ça en passera très vite, mais je pense que vous avez le même sujet ici, c'est qu'en fait en France on a ce qu'on appelle les OIV, donc c'est des organismes d'importance vitale. Si demain on subtilise les informations par exemple votre fournisseur d'électricité, téléphonique, etc., ça amène en fait à une subtilisation d'informations très importante. Donc c'est là où aujourd'hui en France on a mis ça en place, mais ça commence à devenir quelque chose de globalisé aujourd'hui en Europe. Donc quelques attaques, pas forcément très intéressants, mais simplement pour dire qu'aujourd'hui ça peut toucher un peu tous les sujets. Et là où moi ça me semble intéressant, c'est juste de lister plutôt aujourd'hui le panorama des menaces. Donc ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui arriver le plus souvent, en l'occurrence c'est les 5 principales. La question est assez facile, j'imagine que vous savez aujourd'hui quel est le plus... enfin la thématique la plus abordée ou choisie ou plébiscitée par les pirates ou pas sur ces 5. Je dirais l'hameçonnage. Ouais, tout à fait, très juste. Donc il y aura 2 goodies à la sortie pour vous, messieurs, dames. Mais non, mais c'est très juste. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est l'hameçonnage? Parce que c'est le plus simple à mettre en place. Enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut trouver des machines de location très rapidement qui vont envoyer une flopée de mails. On aura toujours quelqu'un qui fera pas attention et qui va cliquer sur quelque chose. Par contre, d'un point de vue technique, notamment faire du déni de service distribué, ça se fait, hein. Mais enfin, ça nécessite des compétences énormes, d'aller choper des machines chez des gens, de passer des fois des systèmes de sécurité qui sont plus ou moins importants. Et donc, ça devient plus compliqué. Donc l'hameçonnage, aujourd'hui, c'est la solution la plus simple pour récupérer très rapidement. Et je reviens au tarif que vous avez vu avant. Pour 5 $, on peut faire une attaque massive et contacter des dizaines de milliers de personnes, voire millions de personnes. Typiquement, c'est pour ça que je le précise là-dedans, aujourd'hui c'est de mieux en mieux fichu. C'est-à-dire que moi, je suis pas si vieux que ça. Il y a 10 ans, quand je recevais un hameçonnage, ça se voyait assez rapidement. Aujourd'hui, il faut vraiment être particulièrement doué pour savoir à le détail si c'est vrai ou pas. Et une fois sur 2, il m'arrivait de téléphoner à ma banquière pour dire « Attends, là il y a un problème ». Elle dit « Ah non, non, c'est bien nous ». Ah ok, d'accord, donc je fais ça. Et elle m'a dit « Mais là, la semaine dernière, c'était pas nous ». Ah ok, c'est important de le savoir. Et ce qui était rigolo, c'est que dans l'intitulé, alors j'ai pas de honte à le dire, hein, je suis à la caisse d'épargne qui ne figure pas là-dedans. En fait, c'était caisse d'épargne, mais en fait, si on regardait dans l'adresse, c'était coas d'épargne, avec un O à la place du A. Donc les gens ne voyant pas le truc, ben en fait, pouvaient se faire voir. Oui. Sur ce sujet, on se dit il y a toujours une faute d'orthographe, mais ils sont quand même pas si débiles que ça. On a l'impression que c'est le mode de reconnaissance et qu'il y a une faute d'orthographe. Oui. Bah oui, c'est ça. Mais après, des fois, c'est très... Enfin, je veux dire, ça va être axe Y et machin. Donc là, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une faute d'orthographe. Bah, la problématique, après, ça devient un nom de domaine. C'est-à-dire... En fait, pourquoi ils ne travaillent pas sur ça? Oui, c'est ça. Mais après, c'est en fait que sur le nom de domaine, si en fait on n'a pas forcément les autorisations d'utiliser le nom de domaine approprié, on peut pas utiliser le mail et donc on peut pas l'envoyer. Sauf si on a une fouine à l'intérieur, et ça c'est possible. Les banques en général se prémunissent pas mal de ça. Mais demain, j'en sais rien, est-ce que j'ai un exemple? Novotel, enfin j'ai rien contre eux, enfin je suis peut-être pas l'exemple, mais en tout cas une chaîne d'hôtels qui envoie ça, bah si demain ils se font pirater leur serveur Exchange par exemple, bah ils pourront envoyer des mails directement de ça. Mais tant qu'on a cette forme de distance, il y aura nécessairement une faute parce qu'on n'est pas sur le même nom de domaine, qui en plus sera pas forcément hébergé de la même manière, etc. Mais on peut usurper en effet une adresse, voire mieux récupérer l'adresse d'une personne si on récupère son ordinateur. Et à partir de là, faire de l'email massif. Mais c'est pour ça qu'il y a ces erreurs aujourd'hui d'orthographe, dans les noms en tout cas. Donc ça c'est la modernité, donc c'est les questions qu'on se pose depuis 2020, donc c'est-à-dire pas très vieux, depuis notamment cet avènement du Covid. De plus en plus de villes connectées, je pense que ça vous parle, fatalement. Et ça revient un petit peu dans les questions éthiques de ce matin, en disant, bah, imaginons qu'il se passe quelque chose, bah, enfin voilà, à quel moment est-ce qu'on est responsable de demain par exemple, vous vous connectez le matin, chez vous, et puis la police arrive chez vous en disant vous avez participé à une attaque DDoS, etc. Et puis on commence à analyser, l'attaque DDoS vient de votre frigo connecté. Ce qui est possible. Qui est responsable là aujourd'hui en fait de la propriété de l'attaque? Alors je sais pas en fait en l'occurrence, enfin François ça fait peut-être une parenthèse, mais aujourd'hui en fait ça a posé énormément de questions sur un cas en France qui a fait ça en fait en disant aujourd'hui est-ce que c'est le fournisseur du frigo
qui a mal développé son produit? Est-ce que c'est le fournisseur d'accès qui n'a pas suffisamment protégé comment ça s'appelle, la box avec tout ce qu'il y avait derrière? Ou est-ce que c'est le propriétaire qui n'a pas fait le nécessaire pour se protéger? Donc là, pareil, il y a un gros flou juridique, mais en l'occurrence, c'est des questions qui se posent aujourd'hui à ce niveau-là. Et il n'y a pas la réponse dans certains cas de figure, parce que il y a des lobbies qui poussent plus ou moins pour éviter que ce soit typiquement le groupe SEB, par exemple, eux qui soient vus comme fautifs de ça. J'ai vu en fait il y a quelque temps un petit TED de règles, enfin vous connaissez TEDx j'imagine, enfin les petites vidéos que ça, bon, le contenu est pas toujours fou, mais en l'occurrence des fois il y a des trucs qui sont intéressants, et celle-là m'a fait rigoler parce que le mec est un peu débonnaire, il raconte sa vie par rapport à des choses, et j'ai bien aimé les deux questions parce que ma compagne qui écoutait les vidéos à côté de moi dit non mais c'est pas possible ça, et c'était la question de se dire bon voilà aujourd'hui qu'est-ce qu'un ordinateur? Est-ce qu'un smartphone est un ordinateur? Sans doute, parce qu'il y a des outils à l'intérieur. Si on pousse la question, en fait, est-ce qu'à un moment donné, un frigo est un ordinateur connecté? On peut dire que oui, parce qu'il y a du système d'exploitation. Et si on va plus loin, en fait, est-ce que typiquement un pacemaker sur lequel il y a des données connectées, en fait, est un ordinateur? Et c'est un peu le résumé de cette petite conférence. Et en fait, c'est la question qu'on se posait ce matin. Imaginons que demain, quelqu'un vous appelle, vous êtes en train de conduire en voiture en disant voilà, je viens de bloquer vos freins. Est-ce que vous payez la rançon? Et c'est une question qui peut être peut-être pas forcément ouverte à aujourd'hui, mais imaginons que demain les capacités de calcul de machines arrivent, on entend parler de serveurs quantiques, etc. On arrive à casser en fait justement, en fait, je dirais les protections sur certains systèmes dits régaliens, protégés où il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quelqu'un vous dit bon bah voilà, en fait on a changé la pression artérielle de mamie. Elle va danser toute la nuit. Et c'est exactement ce que dit le mec dans la soirée. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on la laisse danser toute la nuit ou est-ce qu'on l'arrête? Bon, après, ça devient un peu bête comme jeu. Mais c'est vraiment les questions posées. Je trouve que c'était dit de façon très débonnaire, mais très amusante, en disant, en fait, oui, à un moment donné, il peut y avoir des enjeux plus graves. Et en l'occurrence, on peut voir qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, un des systèmes d'information les moins protégés, c'est les hôpitaux. C'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même des informations un peu capitales dessus. Je vous cacherai pas le fait que certains assureurs sont intéressés de savoir certaines données pour éviter de donner des prêts à des gens qui ne pourraient pas les avoir par souci de santé. On en revient à la question éthique des informations qu'on peut récupérer. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment, en fait, très compliquées à trouver et à mettre en place. Donc, ça, c'est pas forcément pour développer, je pense que les gens ici peut-être connaissent beaucoup mieux que moi, mais c'est plus se dire aujourd'hui qu'en fait la logique qu'on peut avoir en fait dans l'analyse des informations en cybersécurité est la même que dans la data science en classique, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné, il faut aller chercher des informations, mais c'est pas en fait en se réveillant le matin qu'on va trouver des informations spécifiques. Donc il faut aller chercher des KPI, savoir observer les chiffres, et là c'est là où en fait on passe souvent quand on accompagne les entreprises en cybersécurité beaucoup de temps des fois à essayer de comprendre quel est le SI en tant que tel. Est-ce qu'il y a un souci, par exemple, de cartographie de réseau? Connaissez-vous votre réseau? Est-ce que vous savez quelles sont les superficies, en fait, par exemple, vos surfaces d'attaque sur certaines thématiques données? Récemment, je suis allé voir une entreprise en disant bonjour, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner l'ensemble des noms de domaine que vous avez qui sont accessibles à l'extérieur? Gros blanc. Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, on a un site principal, mais on a plein d'autres sites. Ok, est-ce que tu as la liste? Ben non. Ok, d'accord. Et on commence à rentrer dans le détail, et en fait, la personne n'avait rien. Donc, on a été obligé d'utiliser des outils pour faire de la découverte, pour savoir exactement où était répertoriée cette entreprise. Je pourrais pas dire le nom, mais le site est défacé, notamment sur une adresse en Chine avec un site pornographique chinois. Donc quand il a vu ça, il a dit putain, faut qu'on fasse quelque chose. Oui, mais vous n'êtes pas responsable, propriétaire, donc on est rentré dans une démarche, juridique, internationale, avec justement une attaque de l'État français, ce machin, pour dire l'entreprise nous appartient, donc vous n'avez pas à faire ça. Mais dans les faits, vous n'êtes plus propriétaire du nom de domaine, donc les gens font ce qu'ils veulent en fait. Enfin, ça leur appartient. Donc ça a été très compliqué, et l'histoire veut que ce site était anciennement propriétaire de cette entreprise, mais ils n'avaient pas simplement renouvelé la commande parce qu'une carte bleue était arrivée à échéance en fait, avec un recrutement qui était plus tacite parce que la carte bleue ne fonctionnait pas. Donc c'est une erreur humaine qui a amené une capacité d'être racheté par des sociétés étrangères. Revenons là-dedans, pour moi, c'est la définition très synthétique que je vais faire, mais ça devient des outils, des supports en fait à arriver justement à savoir comment on peut trouver des informations plus justes pour se prémunir aussi dans certains cas possibles d'une attaque. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Et c'est un petit peu la logique qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en face de nous des machines, typiquement l'exemple en fait du réseau Retadup, où il y a 850 000 machines contrôlées par des pirates sur ce qu'on appelle un botnet. Bon, botnet, je pense que vous savez un petit peu ce que c'est. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont réussi à utiliser des outils d'IA pour commencer en fait à voir, analyser les vulnérabilités de différentes machines, et de là pouvoir lancer des attaques. Donc si aujourd'hui, des gens comme eux ont les outils pour le faire,
Bah, si vous ne les avez pas, qui a un temps d'avance justement sur la capacité de dissuasion et d'attaque? Et c'est là en fait pour moi l'intérêt un petit peu du sujet aujourd'hui, c'est de se dire que malheureusement en fait beaucoup d'entreprises ont attendu trop longtemps pour pouvoir justement se prémunir en cas d'attaque, ce qui est le cas. Et tout l'intérêt aujourd'hui, c'est de se dire, bah, pour certaines entreprises qui ont des systèmes d'information très réduits avec très peu de superficie en fait, surface d'attaque, etc., pas de problème. Ce que j'entends par superficie, c'est la manière dont elles peuvent être éclatées un peu partout dans le monde avec des attaques peut-être plus ou moins proches d'un point de vue, je dirais, politique, piratage, etc. En face, on a des gens en fait qui sont quand même plutôt doués, plutôt outillés et en plus souvent très compétents parce que rattachés à des systèmes, par exemple, de contre-renseignement étrangers. Et ça, en l'occurrence, c'est le quotidien en fait de ce que vous pouvez voir, comme ce que j'ai montré un peu plus haut, avec notamment l'État français qui a des sortes d'écrans de supervision. On voit toutes les attaques venir notamment depuis le conflit russo-ukrainien de certains, origines là-bas, quoi. Donc tout ça font que j'imagine que, alors je ne veux pas cibler de pays en tant que tel, hein, c'est pas du tout ma compétence, mais derrière en fait on a des armées outillées qui utilisent justement ce genre d'outils. Donc c'est là où on en revient dans cette logique de cyberattaque et donc fatalement d'outillage, c'est que pour comprendre et appréhender comment est-ce que justement on doit se protéger, il faut comprendre la logique des gens qui vont attaquer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une kill chain en fait. Donc la chaîne d'attaque, c'est à un moment donné la manière dont une entreprise va au fur et à mesure en fait avoir en fait des sortes d'étapes qui vont arriver de typiquement la reconnaissance, la découverte, juste en fait avec typiquement le fait de command and control, c'est-à-dire vraiment attaquer une entreprise, bloquer ses systèmes, voire les bloquer, les débloquer, parce qu'on est quand même vachement sympa, on a fait une rançon, mais peut-être pourquoi pas laisser derrière en fait des petits outils qui continuent à analyser ce qui se passe derrière. Donc quand je parlais tout à l'heure en fait d'une chaîne d'hôtel, donc après tous les liens en fait que vous voyez ici sur le côté et vert, en fait vous cliquerez, c'est des liens vers tous les justement les journaux, les trucs que vous pourrez voir après. En fait grosso modo, 4 ans s'est passé entre le moment où ils ont été attaqués et le moment où il y a eu une déclaration et le fait qu'ils aient pu voir ça. Et pourquoi ils ont pu le voir? Parce qu'ils ont mis des outils qui leur a permis de voir qu'ils ont été attaqués. Donc si à un moment donné, on met en place quelques outils de supervision que ce soit, mais sans viser les bonnes choses, on peut passer à côté de certaines informations. Et cette corrélation d'informations, c'est tout l'intérêt de la data science pour moi, et notamment de l'utilisation de ces outils-là, c'est le fait que certaines remises en relation qu'on ne peut pas faire humainement, parce qu'il y a tellement d'informations, sous toutes les formes en fait en plus existantes, fait qu'on peut pas forcément arriver à trouver certaines choses. Et là, en fait, l'outil va faire remonter des alertes qui vont dire, attends, là quand même, ça fait depuis un moment donné que il y a ça qui tourne de son côté. Et en fait, on va s'apercevoir, et ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, que une entreprise dont je me tairai le nom, fournisseur d'électricité français majeur, avait sur un de ses serveurs isolés en fait un compilateur qui avait été installé par quelqu'un. Donc à partir du moment où on a un compilateur, on est d'accord qu'on peut décoder, faire ce qu'on veut à l'intérieur et mettre ce qu'il fallait dessus. Donc très vite ça a été arrêté et on s'est découvert que c'était pas malveillant à la base. C'est-à-dire qu'en fait un stagiaire, étudiant, alternant, en fait pour faciliter son travail de recherche, avait installé un compilateur sur une machine. Sauf que très vite, des gens ont vu qu'il y avait ce compilateur qui a traîné et ont commencé en fait à distiller du code malveillant à l'intérieur. Comme c'était sécurisé dans une bulle spécifique, il n'y a pas eu trop de pertes par rapport à ça. Mais imaginons en allant plus loin que, je sais pas moi, les VLAN, comme on parlait ce matin, auraient mal été faites, peut-être que quelqu'un aurait pu par propension aller ailleurs. Et c'est là où en fait où je reviens sur cette espèce de chaîne, on peut très bien la voir dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait tout ce qu'il faut pour se protéger au niveau reconnaissance en faisant les analyses de terrain qu'il faut, on le développera après, il y a pas forcément de souci au fait qu'on soit protégé de façon périmétrique. D'accord ? Donc, les gens vont faire de l'analyse, du sniffing, si ça vous parle, c'est-à-dire en fait, regardez ce qu'il y a dans vos informations, vous êtes protégé, il n'y a pas de problème. Par contre, peut-être qu'un peu plus bas, là, ou au niveau du delivery, ici, vous allez avoir un petit malin qui va cliquer sur le ransomware. Donc quand bien même vous êtes super protégé de façon périmétrique, c'est quelqu'un en interne chez vous qui va faire l'erreur. Vous avez fait tout le travail, par exemple, justement, de sensibilisation, formation, pour éviter que les gens ne fassent pas de bêtises. Donc, résultat des courses, il n'y aura pas de gens qui vont cliquer sur le mauvais bouton là-dessus. Mais, en l'occurrence, vous n'avez pas mis de VPN au niveau des connexions. Les gens vont se glisser à cet endroit-là. Donc c'est plus, et je reviens là-dedans, l'idée pour moi de la cybersécurité, c'est d'arriver à comprendre comment justement les gens peuvent attaquer, et en fait à chaque moment finalement de cette étape, trouver des moyens quelque part de défense déjà d'une part, voir quand c'est possible, si vous avez les outils suffisants, contre-attaquer ou en tout cas vous protéger d'une autre façon. Et ça devient des questions aujourd'hui ouvertes à ce niveau-là. Donc revenons sur ça, c'est un peu l'ouverture sur là, mettre en place des informations pour appréhender les attaques connues à l'aide d'un SIEM, c'est très bien, et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait on va mettre en place un antivirus, et l'antivirus il va mouliner, il va dire hop, il y a ça qui sort, très bien, c'est des attaques connues. Donc il y a des librairies qui existent. Mais pour les comportements qui n'existent pas encore aujourd'hui, comment fait-on pour justement arriver à les reconnaître? Et c'est la question relative justement au choix
il y a un événement qui se passe, est-ce que c'est une attaque ou pas? On ne sait pas, on n'a pas les capacités pour le savoir, parce qu'aujourd'hui, il faut imaginer, entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, ils ont l'équivalent de 1200 serveurs répartis sur, mettons, 5 pays. Bon, un phénomène un peu malveillant arrive, on commence à regarder, en fait, en effet, on s'aperçoit qu'une comptable avait mal géré un truc, elle a dû faire un transfert massif d'informations d'un autre droit. Tout de suite, c'est remonté parce que c'est des comportements qui sont assez faciles. Autre chose qu'on observe quelques temps plus tard, et c'est là où on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre, on a en fait un point qui part en fait systématiquement, mais vers des directions très différentes, mais qui ne sont pas les endroits où sont stockés le pays. Donc on ne sait pas si à un moment donné, ce sont des gens qui font des transactions en achetant l'étranger, ou s'il y a autre chose derrière. Et on commence à faire une analyse plus fine, grâce justement à des outils un petit peu d'apprentissage comme ça. C'est là où je parlais de l'aspect théorique dont on parlait tout à l'heure, et on s'aperçoit en fait que c'est un peu toujours les mêmes trames qui sont prises de plein de différents endroits géographiques. Donc en fait, il y a une simultanéité, peut-être pas dans la position géographique, donc c'est-à-dire ça vient un peu partout, mais en tout cas le même type de code un peu malveillant qui revient chercher toujours la même information de plein d'endroits différents. Donc on n'est pas dans une attaque DDoS qui est là pour bloquer, on est dans des gens qui sont en train d'essayer de capter de l'information par différentes briques, et en fait la raison pour laquelle ça changeait tout le temps, c'est qu'à un moment donné, des outils un peu intelligents bloquaient à un moment donné la trame en disant voilà, ça fait plus de 10 fois que le mec vient piocher ça, on coupe. Non, ça venait d'ailleurs, et puis ça venait d'ailleurs, et puis ça venait d'ailleurs. Et c'est là où on a, en apprenant, vu qu'il y avait justement un problème d'attaque, qui était en fait une volonté de subtiliser des informations un peu critiques de l'entreprise. Aujourd'hui, donc ça c'est une petite statistique intéressante, seulement à peu près 40% des entreprises disent à peu près être préparées en cas d'attaque. Donc si 40% des entreprises disent être préparées, ça veut dire que 60% le sont pas du tout. Donc c'est un peu bête, mais aujourd'hui c'est un petit peu des statistiques qui sont vues de façon quasiment internationale. Donc ce qui est un peu dommage, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, en fait, sur les analyses, et c'est ce qu'on va regarder derrière, en fait, plusieurs sources de calcul ont fait qu'aujourd'hui, comme je dis, l'information est partout protéiforme, le machine learning a des problèmes de capacité de calcul, il arrive très vite à un espèce de plafond en fait de calcul. Là où aujourd'hui, pour les outils que je développerai plus tard, on part de plus en plus vers des outils en matière de deep learning. C'est clairement en fait aujourd'hui ce qui est visible, parce que, comme je disais, les informations en fait deviennent trop importantes à être traitées et mises en place. Est-ce que ça vous parle NIST ou pas du tout? Peu. Donc c'est en fait une sorte d'assemblée en fait, on va dire en fait de personnes qui vont structurer des bonnes pratiques en matière de cybersécurité, un institut américain, enfin qui en gros a proposé en fait une liste en fait justement de, je dirais, contre-attaques possibles. Façon de dire contre-attaque, c'est pas au sens vraiment armé, hein, mais c'est quoi faire pour se prémunir et quelle démarche appréhender, mettre en place pour arriver justement à ne pas se faire attaquer. Donc il va passer par ces phases, les 5 que vous voyez dans l'ordre, que je vais redévelopper un peu plus tard, juste après d'ailleurs, qui correspond justement à la notion d'identification, de protection, de détection, de réponse et de recovery derrière. L'identification, c'est pas on va identifier quelque chose chez nous, c'est en amont d'une attaque potentielle, en fait savoir s'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Typiquement, peut-être que sur certains forums, peut-être sur certains trucs, des gens dialoguent, discutent. Comment allons-nous récupérer cette information ? Aujourd'hui, c'est difficile d'aller faire le tour de tous les forums du monde, y compris sur le Darknet, pour arriver à récupérer ces informations. En l'occurrence, c'est la première démarche. Deuxième, protéger. Pour savoir en fait qu'est-ce qu'on a comme information, encore faut-il avoir une exhaustivité des informations qu'on a dans l'entreprise ou des utilisateurs, etc., etc. Détecter, c'est typiquement la mise en place de firewall ou autre pour pouvoir se dire à un moment donné, il y a quelque chose qui tourne, qui mouline, pop, on va boucler l'ordinateur. Réponse, si jamais demain il y a un accident qui nous arrive, comment fait-on pour répondre à cet accident? C'est là où vous voyez les PCA, PRA, etc. en général. Et sur la partie recover, c'est dans la mesure où des choses ont été un petit peu compliquées à mettre en place, en fait, comment fait-on une fois que c'est trop tard? Typiquement, j'ai un système de sauvegarde que je mets en place, j'arrive à remettre en place un plan de continuité d'activité en 2 jours, il n'y a pas de problème. Ce plan de continuité d'activité lâche parce que on n'a pas mis ça à jour, la notice traîne dans une armoire depuis 5 ans, on l'a pas revu depuis, on l'a pas testé, ce qui arrive dans un certain nombre d'entreprises. Comment est-ce qu'on se retourne vers les assurances, etc. pour arriver justement à remettre à flot ou mettre en place une cellule de crise pour reconstruire le système. Donc c'est un peu toujours la même logique qu'on verra en fait aujourd'hui dans celui-là. Alors il existe d'autres frameworks, mais c'est celui que je trouve aujourd'hui le plus, en tout cas intéressant et pertinent à mon niveau. Donc on est à peu près où au niveau du temps, juste pour ça? Donc ça va être bon, on va être bien. Donc quelques cas d'usage, c'est justement en fait ce qui va reprendre un petit peu les étapes qu'on a vues avant.
en l'occurrence. Donc la Cyber Threat Intelligence, ça va être justement une capacité en fait de mettre en place des outils, toujours pareil, hein, ça va être tout ce qui est aujourd'hui mis en place par l'IA, avec des solutions que vous trouvez sur le marché. Hein. C'est-à-dire que vraiment on peut chercher des choses et pouvoir les agrémenter, les mettre en place chez soi. Ici on a justement la partie justement d'analyse en amont. C'est-à-dire en fait on a des choses qui vont tourner sur des forums, qui vont analyser, mettre en place toutes les choses, et quand on va s'apercevoir que va ressortir 25 fois le nom de Novotel avec des trucs en disant ce serait bien qu'on se lie pour attaquer quelque chose, bah, ça veut dire qu'il est possible d'appréhender le fait que prochainement on ait une attaque. Donc ça, une fois de plus, c'est en amont de ça. IA intégrer l'infrastructure, c'est un peu une seconde étape. Pour savoir en fait à un moment donné ce qui existe, encore faut-il avoir classifié les informations qu'on a et faire des analyses assez fines par rapport à ça. Petite entreprise, 50-100 personnes, située sur un même lieu géographique, pas forcément de problème. Imaginons une entreprise, Michelin, où j'ai eu la chance de travailler par exemple, fabrique pneumatique français, 172 000 postes dans une infinité de pays avec des gens qui achètent par eux-mêmes leurs propres assets dans leur pays. À un moment donné, il n'y a pas de cartographie qui est possible d'être fait, chacun gère ça un petit peu de son côté. Donc l'intérêt de mettre des outils de découverte, quelque part, qui vont stocker, intégrer ça dans une CMDB, c'est justement par ce genre de pratique qu'on peut mettre en place. Et permet aussi des fois d'éviter des doublons. Et permet aussi de passer au travers de la traduction. C'est-à-dire qu'un asset souvent est nommé sur un code classique. Par contre, les applications seront peut-être notées avec typiquement des lettres d'autres pays. Cyrillique, j'en sais rien, chinoise, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes parce qu'on peut avoir justement l'outil d'IA qui sera paramétré de telle manière à dire ça correspond à ça, c'est le même package, sauf que c'est la traduction de ton outil. Ça, c'est un autre outil. Et à la main, quand on parle pas 127 langues couramment, en tant qu'humain, c'est un petit peu difficile. Sonde IDS-IPS, donc ça, vous connaissez un peu ou pas? C'est des sondes de détection en fait, et de prévention. Grosso modo, IDS, c'est des sondes qui vont simplement dire il y a une intrusion. Peut-être, on ne sait pas, il y a une intrusion. Et la prévention, c'est attention, je bloque. Et en général, les deux travaillent de concert. Donc on peut aujourd'hui trouver des comportements spécifiques qui font qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir quelqu'un avec un bouton qui va cliquer sur quelque chose. Ça va être justement géré par la machine. À partir de là, si quelqu'un vous appelle en disant ça marche pas, on se dit que c'était peut-être quelque chose de naturel. Un pirate ne vous appellera jamais par téléphone pour dire excuse, j'arrive pas à avoir accès à ton serveur de fichiers ou d'informations ou quoi que ce soit. C'est rare, hein. Enfin, ça peut arriver, mais en général, voilà, c'est souvent là où il y a des trucs, et souvent, en fait, ce qui m'est arrivé dans des entreprises, c'est de temps en temps de tester un peu ce qu'on appelle le chaos monkey, c'est-à-dire créer une panne volontaire. On coupe un serveur, on regarde s'il marche. Et si des fois, au bout de 3-4 mois, on s'aperçoit que personne n'a demandé si ça marchait, c'est peut-être un serveur qui servait à rien, en fait. Et là, on n'est pas dans l'attaque, on est juste dans la gestion, en fait, de son parc. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ça, en fait, pas forcément à jour. Le SOC, analyse comportementale, aujourd'hui, très difficile de travailler de façon non automatisée avec ce genre de choses. Quand on a des milliers de logs qui arrivent par jour, voire des centaines de milliers ou millions, on peut pas forcément arriver là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, on peut commencer à avoir des systèmes auto-apprenants qui vont justement arriver à filtrer ce genre de choses. On va finir le panorama avec Data Lake. Bon, je pense que vous savez que régulièrement, il y a des entreprises qui se font pirater une partie de leurs informations, c'est pas nouveau. Typiquement, il y a certains SOC qui ont la capacité justement d'analyser en mouvement juste qui vient puiser des informations. Pourquoi? Quel volume? À quel moment? Et de créer justement des analyses comportementales de cette personne, typiquement, n'était pas censée cliquer dessus, elle est dans le service compta. Pourquoi est-ce qu'elle est sur le CRM en train de traiter, je sais pas moi, une demande commerciale et de chercher l'ensemble de tous les gens avec lesquels on travaille en matière notamment de clients, enfin classiques. Donc ça, c'est pour le coup assez intéressant. Soit assez rapidement, c'est des réponses automatisées d'attaque. Et je reviens sur cette notion IDS-IPS. Toutes les informations vont être lancées dans un SOC et c'est ces outils-là qui vont automatiser ou pas, la réponse incident qu'on peut mettre en place. Gestion des vulnérabilités, c'est assez simple. Trouvez les vulnérabilités qui présentent chez vous. Donc en l'occurrence, rien de bien neuf. Donc ça, je pourrais vous le partager plus tard, mais c'est simplement dire comment est-ce que justement on va analyser, voir un petit peu les systèmes qui ont mis en place, voire peut-être créer, pourquoi pas, des corrections. Typiquement, du patching. On a plein de serveurs qui sont sur des versions dépassées de notre OS, par exemple. Et en fait, on va avoir une petite moulinette qui va dire, je vais générer moi-même mon attaque. Ou justement protéger, ou mettre en place ce qu'il faut par rapport à ça. Typiquement, il existe des ponts entre tous les outils type ServiceNow ou WSUS, si ça vous parle, qui vont justement forcer de temps en temps les analyses et pousser des correctifs. Des pentests, une fois de plus aussi, qui peuvent être faits ou parallèlement en fait à l'analyse d'informations, et les outils justement vont prendre eux naturellement la posture de chacune des choses en disant voilà, il y a du code qui nous arrive, on va instantanément tester les 3 modes de fonctionnement. Ça vous parle ça ou pas? Pas tout le monde. En fait, white, gray et black box, c'est en fait des analyses qui font qu'un pirate, ou volontaire, c'est un pentester, va présenter à un moment donné en fait des outils soit avec l'ensemble des informations, c'est-à-dire le code étant clair, on protège un peu plus le code, boîte grise, et le boîte noire, c'est en fait monsieur et madame tout le monde qui va se connecter chez vous. Donc c'est pour voir à quel niveau est-ce qu'on va justement trouver une forme de protection par rapport à ça. Et enfin le forensique.
pareil, on trouve quelqu'un, ça peut être aussi pour un ordinateur pareil, on ne peut pas aujourd'hui reconstruire de gauche à droite le physique d'un humain à partir d'un cerveau, on ne sait pas le faire. Donc on a besoin d'interprétations qui sont mises en place. Et aujourd'hui, il existe des outils de la même manière qui vont analyser, refaire des profils, justement par exemple de voleurs, de personnes qui ont fait tout un tas de saletés, pour pas forcément être voilà, dans le larmoyant aujourd'hui, et sur lequel en fait notamment les États en fait utilisent ces outils-là en fait en mettant en relation des données qui sont protéiformes. Une fois de plus, maintenant, quand on va prendre par exemple un ordinateur d'un particulier, un téléphone, ou trouver des informations justes. Et imaginons qu'il y a des choses qui sont dans le cloud. En fait, on va simplement lancer des outils, notamment celui-là qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Xam, qui est un outil gratuit d'ailleurs que vous pouvez télécharger, et qui vous permet justement de faire une analyse forensique sur votre machine de manière gratuite. Donc si demain vous voulez savoir ce que par exemple fait votre conjoint ou votre conjointe dans votre dos, vous pouvez commencer à lancer des outils de ce type. Bon, c'est pas forcément très bien éthiquement, mais voilà, ce sont des choses qui existent. Pour résumer, c'est ce qu'on appelle en gros un EDR. Donc c'est une brique qui correspond justement à l'ensemble des réponses qui peut aller sur les 5 étapes qu'on a mis en place tout à l'heure. Et en fait, pour revenir là-dedans, aujourd'hui, souvent les personnes résument à ça, même encore aujourd'hui, la protection, alors qu'aujourd'hui ça devient quelque chose de protéiforme et sur lequel il faut chercher vraiment de partout. Là où justement on peut arriver à trouver ce genre de choses, c'est un petit peu les propositions de marché que vous pouvez voir. Alors tout ça, c'est dans la validité que vous pouvez avoir parce qu'on va arriver à la fin pour faire par exemple des POC. Si jamais demain vous les testez, c'est pas exhaustif, hein. Vous allez chercher sur internet et vous aurez juste à cliquer EDR, XDR, etc. Et vous pouvez trouver très facilement toutes les solutions du marché. Donc il y en a qui sont pour le coup plutôt pas forcément utiles, ou ça dépend. L'XDR en fait est une amélioration de ce que vous avez au niveau à gauche de l'EDR, c'est-à-dire en fait qu'ils vont un peu plus loin que simplement des collectes d'informations. Il y a vraiment le contrôle des appareils, l'encryption des disques, l'orchestration, c'est vraiment un truc beaucoup plus large, pardon, et qui est justement là où on utilise aujourd'hui majoritairement l'IA, enfin l'IA, pas que, mais principalement. Ce qu'on appelle le service MDR managé, typiquement MTR, c'est rien ni plus ni moins, est-ce qu'on est à gauche, en fait, que des entreprises qui vont utiliser eux leur outil, souvent propre, mais en fait c'est comme si vous aviez une tierce personne qui faisait ça à votre place, c'est l'infogérance en fait, il ne faut pas chercher plus loin que ça. Donc voilà. Donc tout ça en fait, ce sont des solutions de marché que vous pouvez trouver, qui sont pas, pareil, une fois de plus, les plus exhaustives, mais ça devient après très souvent en fonction de la spécificité de votre SI sur lequel il faut aller chercher ce genre de choses. Donc petit survol rapide des choses, donc ça c'est des choses rédigées par l'ANSSI. En fait, il y a des petites choses pour les TPE, PME, donc ça c'est hyper intéressant parce qu'il vous permet très facilement d'arriver à trouver les quelques 12 règles régaliennes à mettre en place très rapidement pour une entreprise. Un peu plus loin, le guide d'hygiène informatique V2, alors ça c'est pareil, c'est à volonté européenne, hein. C'est pas parce que c'est français, mais c'est en fait mis en relation avec tout un tas de démarches qui sont finalement très similaires. Le fameux guide ISO IEC 27000, qui est en fait la norme, je pense, la plus connue aujourd'hui au niveau international pour les entreprises. Ça prend pas en case tout ce qui est PCI DSS pour les trucs de sécurisation, enfin bancaire, etc. Ça c'est vraiment plus sur la notion de gouvernance d'entreprise. Enfin, je pense qu'il peut nous intéresser ici. Vous avez ça qui est accessible, qui est très bien fichu en France. En fait, c'est l'ANSSI qui a construit ça. En fait, c'est en fait une sorte de public blanc qui en fait est proposé par les universités. Donc ça, c'est téléchargeable gratuitement. Donc si par exemple demain vous avez la nécessité de transférer des informations typiquement à vos salariés, c'est gratuit, téléchargeable et vous pouvez se partager ça sans aucun souci, c'est open source. Un petit MOOC, toujours pareil, je suis pas la pub de l'ANSSI mais je travaille un peu avec eux en ce moment, où vous pouvez partager ça et ça a en fait la capacité de donner en fait une certaine quantité de cours disponibles sur quoi faire en l'occurrence en fait pour reconnaître c'est quoi une menace, c'est quoi une attaque, pour parler finalement le même jargon. Et c'est très difficile en fait aujourd'hui, moi en tout cas dans les entreprises, d'arriver à trouver cette forme de cohérence comme une partition de musique. Enfin si en fait tout le monde fait du free jazz, c'est très bien, hein, mais à un moment donné ça peut péter un peu les oreilles si vous me passez l'expression. J'adore le free jazz, c'est pas vrai. Mais en revanche, en fait, si on travaille sur la même notice, la même partition, on arrive plus facilement à structurer quelque chose. Ça, c'est un petit guide que j'ai trouvé assez sympa, que je peux vous partager, qui est fait par l'Université de Bretagne Sud, en fait, sur lequel quelqu'un liste un petit peu toutes les perspectives qu'il peut y avoir en matière justement de cyber et d'IA. Et pour finir, c'est le bouquin dont je parlais ce matin, qui est assez bien fichu, qui casse un petit peu le fantasme de la progression des robots actuellement et de voir comment est-ce que finalement on est très loin de C3PO ou Terminator en l'occurrence. Mais des fois on n'est pas très loin de cette dystopie. Enfin, en tout cas dans la manière dont c'est fait, typiquement nous revenons sur la notion de pirate. Donc grosso modo, pour finir, Skynet, ça vous parle j'imagine, justement en parlant de Terminator, parce que j'ai trouvé ça sympa, c'est de se dire voilà que le marché de l'intelligence artificielle aujourd'hui est en train d'exploser vraiment, notamment en lien avec la démarche de cybersécurité, mais comme je disais, voilà c'est un peu cette espèce de dualité qui est compliquée, et la notion justement de réciprocité dans l'attaque, si on se protège pas avec des outils qui sont plus performants, dont l'IA fait partie, en face on a des gens qui le font. Donc là en fait on est pris dans un système où il y a je pense au niveau des pouvoirs publics et des entreprises, parce que les deux font la paire, comme on dit, une mécompréhension de ces enjeux-là aujourd'hui.
Et ça devient très compliqué parce que justement, se dire qu'est-ce que c'est l'IA, il y a plein de gens ici qui vont le résumer, c'est très bien, mais derrière, c'est une notion simplement d'utilisation et usage. Et comme on disait ce matin, enfin avec un marteau, on peut décider de clouer quelque chose, ou on peut abattre son voisin. Au même titre qu'un boucher coupera de la viande ou pourra en fait, faire d'autres trucs beaucoup plus graves. Et c'est exactement cette notion-là. L'IA peut être utilisée à bon escient en faisant des choses très positives pour se prémunir de risques et puis amener des puissances de calcul très importantes. Mais malheureusement, en face de nous, on a des gens qui le font de manière bien moins bienveillante. Donc, reparlons de la dystopie. On peut essayer de travailler sur cette démarche en fait à bon escient, mais en ne pas oubliant qu'il y a quand même une sorte de cyberguerre internationale et qu'aujourd'hui, dans vos entreprises, si vous avez cette capacité de levier, il devient nécessaire, malheureusement aujourd'hui, de mettre ça en avant en disant non, mais là, je crois qu'en fait, finalement, on n'a pas forcément le choix que d'eux, parce qu'une fois de plus, en face, c'est ce que les gens font. Donc, je reviens sur l'ANSSI, c'était une phrase résumée par Guillaume Poupard qui disait « En l'absence de préparation, lorsque l'instant survient, il est trop tard, n'attendons pas que le pire arrive, protégeons-nous ». L'IA aujourd'hui devient justement en fait un outil de protection en tant que tel. Et si on oublie ce genre de choses, une fois de plus, on oublie qu'il y a des gens qui vont avoir un train d'avance sur vous. Pour ma part, en fait, c'est de dire que le préventif reste quand même supérieur au curatif. Alors certes, il y a des frais à engendrer, c'est indéniable, mais d'un autre côté, en fait, il y a peut-être moins de gêne qui se met en place dans le temps par rapport au fait d'avoir perdu ces informations ou autres. Dernière chose, si demain on se prémunit en fait d'un bon risque, on va dire ok, c'est bien, on peut pérenniser son activité, mais mieux, et c'est surtout ça moi qui m'intéresse, en fait, ça peut devenir un avantage concurrentiel. Dire à un moment donné, nous avons fait ce qu'il faut en matière de, nous sommes certifiés sur telle entreprise, etc., avec tel type de validation. Aujourd'hui, si vous allez voir la page par exemple d'AWS, Amazon, Microsoft, etc., que vous regardez certification, c'est quasiment la première chose qu'ils mettent en avant, en disant nous sommes les trucs les plus sécurisés du monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes qui arrivent derrière. Azure a eu des pannes, OVH a eu des pannes. Voilà, c'est un fait, on ne peut pas être dans le 0% risque. En revanche, c'est un petit peu la démarche qu'il y a pour ces entreprises. Voilà. Zéro question, tout est clair. C'est bien, top. Non, après, c'est compliqué, mais comme je disais, c'est plus en fait une sorte de truc large qui donne des informations. Je peux faire un replay et puis un peu plus lentement pour moi. Hein. Ah, peut-être linguistique. Je suis désolé, j'aurais dû poser la question d'abord. Ah oui, pour moi, c'est... Mais on partagera, si vous voulez, on échangera les coordonnées, je vous enverrai un peu tous les trucs en mode lecture et non, mais pas que la dispo, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière aussi au niveau des cours, parce que tout ça est accessible. Hein. Et comme je disais, en fait, ça, quand sera partagé, je reviens là, tous les points verts. Comme je disais, en fait, c'est ou des articles, ou des documents téléchargeables, d'autres un peu moins sympas. Je reviens par exemple sur celui-là. Ça, c'est, c'est ceinture noire de karaté. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà. Et tout le monde le lit pas forcément. Mais après, comme je disais, voilà, si on veut vraiment à un moment donné s'intéresser à ces sujets, je parlais récemment avec quelqu'un de la complexité du monde. Elle m'a dit non, mais moi je veux une vie simple. Je lui ai dit, il n'y a rien de simple dans la vie, c'est compliqué. L'éducation, c'est hyper compliqué. La fin de vie qu'on accompagne sans doute avec les gens, c'est hyper compliqué. La notion de transmission, si on a des enfants, on a l'impression, on peut lire des livres, on a l'impression de tout savoir. Et puis en fait, quand on arrive là, on a l'impression d'être rien, d'être insignifiant, en se disant mais on est mauvais. Moi je sais que la première fois, j'ai une petite fille qui est toute jeune, qui est venue me poser une question, en fait, qui était un peu précise sur la vie, la mort, à 2 ans et demi. J'ai fait la mort, qu'est-ce que c'est la mort? Mais t'es peut-être un peu jeune pour te poser ces questions. Papa, pourquoi la mort? Pourquoi la mort? Waouh. Et pourquoi pas? Non mais compliqué. Donc pour ça, en fait, il faut à un moment donné, malheureusement, rentrer dans des sujets si on veut arriver à les maîtriser. Et même moi, qui aujourd'hui me débrouille pas trop mal, je découvre tous les jours des choses dessus. Et là, justement, sur la notion d'IA, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet il y a peu de temps, parce que en fait, ça m'a été demandé par une entreprise et derrière une institution. Et quand j'ai commencé à me plonger dedans, il y a de ça encore 6 mois en arrière, mais j'ai l'impression d'être un ignare en disant mais tu comprends rien. Et c'est seulement, justement, avec l'investissement, le temps qu'on commence à mieux comprendre et appréhender certains concepts. Mais l'IA aujourd'hui, je reviens sur l'île de science-fiction, on est dans de la chimère, les gens ne comprennent pas en fait. C'est hyper compliqué, et à la fois c'est simple d'un point de vue algorithmique, mais la philosophie derrière est très complexe. Et il y avait des questions posées très intéressantes par François ce matin, en fait, sur la notion d'éthique. Je pense que même si les institutions n'arrivent pas à résumer ce que c'est, comment est-ce je vais pas dire ça négativement, mais un badaud qui se balade, en fait, de temps en temps dans la nature, qui va ouvrir un bouquin Magaïti, par exemple, va pouvoir, en fait, en 10 minutes de son temps, comprendre, en fait, ce que les gens ou institutions ne comprennent pas. Donc c'est là où, aujourd'hui, malheureusement, il y a un investissement de formation et de temps à passer pour appréhender ça. Et mélanger des disciplines, parce que c'est un peu ça, la cybersécurité IA, c'est en fait se rajouter un handicap de plus. En disant déjà le sujet est chiant, si vous me passez l'expression, on va se rajouter un truc encore plus complexe pour essayer de lier des choses qui sont pas toujours logiques, en fait. Et c'est ce qui est intéressant quand on est fan de casse-tête, par exemple. Moi, j'adore les casse-têtes. J'aime bien perdre du temps sur des trucs qui sont pas très intéressants.
Enfin, en tout cas, voilà. Mais ça peut être intéressant pour le coup, mais voilà, comme je disais, ça nécessite en fait à un moment donné un investissement. Donc là, voyez-le plus comme une sorte de, comment dire, de synthèse un peu dense, certes, mais une fois de plus qui peut amener du dialogue. Enfin, je suis professeur à l'université, comme je dis, je travaille beaucoup sur les notions open source, donc ça, c'est pas fait dans le but de le garder, c'est vraiment dans le fait, au contraire, de partager le plus possible. En fait, il faut faire de l'intelligence artificielle de vous-même, en fait, il faut cloner. C'est ça, en plein d'exemples pour arriver à faire ça. Mais pourquoi pas, d'ici quelques années. Après, ce sera très dramatique. Je pense que ma compagne n'aimerait pas. Elle me dit déjà, c'est compliqué, alors si j'étais plusieurs, ce serait pas possible, je pense. Yanis, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Si vous voulez bien nous donner votre avis sur sa présentation. Oui, dire, voilà, c'est pas bien, faut que tu t'améliores par rapport à ça, ou c'est trop d'infos, ou c'est machin. Non, mais même les méchants, moi j'aime bien. L'intelligence non artificielle. C'est ça. Qui va dire ça, tout à fait. Qui va faire du ménage. Alors c'est rigolo parce que j'ai fait une excellente conférence il y a de ça 10 jours. En fait, on a une note plutôt bonne au niveau du rôti. Et en fait, le premier avis que j'ai vu, en fait, c'était une note de 1 sur 5. Et alors après, il y avait que des 5 sur 5, donc ça avait quand même une moyenne de, je sais pas. Et elle a rien compris en fait. Et à un moment donné, je suis allé voir la personne et elle me dit non, mais je suis parti au bout de 5 minutes, j'ai rien compris. Mais j'ai dit, mais au bout de 5 minutes, on n'avait pas commencé, on était encore en train d'expliquer. Ah bah oui, mais c'était trop compliqué. Ok, d'accord. Bon. On va savoir. Le lunch, c'est passé.